Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'écosystème Amazon. Et on ne parle plus seulement d'un site de e-commerce, mais bien d'un réseau de technologies qui s'infiltre partout, dans nos maisons, notre santé, nos habitudes les plus intimes. Tout ça via des outils comme Alexa ou des stratégies d'incitation. Alors, la question centrale qu'on se pose, c'est est-ce que cet écosystème intelligent est une vraie avancée pour notre bien-être ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une infrastructure de surveillance très sophistiquée qui grignote notre autonomie? De mon côté, je suis convaincue que ces technologies, si elles sont bien utilisées, sont conçues pour le bénéfice du consommateur, surtout dans le domaine de la santé. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense que cette commodité, c'est un prétexte. Le véritable objectif, c'est une collecte de données massive et une manipulation psychologique délibérée qui compromettent fondamentalement notre vie privée et notre capacité à faire des choix libres. Alors, j'aimerais commencer par l'aspect positif, parce qu'il y en a un, le potentiel pour le bien social. Quand on regarde les healthcare skills d'Alexa qui sont développés avec des institutions comme le NHS au Royaume-Uni, on voit un outil qui est vraiment puissant. Ce ne sont pas des gadgets, c'est une aide concrète pour gérer ses traitements, suivre ses constantes, recevoir des conseils. C'est une technologie qui peut potentiellement alléger la charge de nos systèmes de santé et qui s'aligne sur des objectifs mondiaux comme celui de l'ONU pour le bien-être. Oui, mais cette vision est incroyablement optimiste. Vous parlez d'aide, moi je vois un cheval de Troie. La commodité, c'est l'appât, voilà tout. La réalité, c'est que la fonction première de cet écosystème, c'est pas notre bien-être. C'est l'extraction de nos données pour le profit. Vous mentionnez les conseils, mais parlons plutôt des nudges, ces fameuses incitations. Vous les présentez comme une aide bienveillante? Mais elles le sont dans leur conception. C'est l'application de l'économie comportementale pour nous guider vers de meilleurs choix, que ce soit pour la santé ou autre, sans jamais nous contraindre. C'est ce qu'on appelle le paternalisme libéral. On vous pousse gentiment dans la bonne direction, mais la porte reste ouverte. Poussez gentiment. Parlons de la réalité de ces nudges sur Amazon. Ce ne sont pas des coups de pouce bienveillants, ce sont des hyper-nudges manipulateurs. Quand le site vous affiche plus que 3 en stock, c'est pas une information neutre, c'est une technique pour déclencher la peur de manquer, un biais cognitif très connu. Quand on voit un prix de liste barré à côté d'un prix réduit, ça c'est de l'ancrage de prix pour créer une illusion de bonne affaire. Alors que le prix de liste est souvent complètement artificiel, vous appelez ça de l'aide, vous, moi j'appelle ça de l'exploitation de nos failles psychologiques. Je vois bien l'ambiguïté, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il existe des cadres théoriques très sérieux, comme le Value Sensitive Design, dont le but est précisément d'intégrer des valeurs éthiques au cœur de la technologie. On peut concevoir des nudges responsables. Imaginez Alexa qui rappelle à une personne âgée de prendre ses médicaments à la bonne heure, ou qui suggère des exercices adaptés à une personne en convalescence. C'est un bénéfice net pour la santé publique. Mais attendez, vous parlez de design éthique, mais comment on peut concilier ça avec un modèle économique qui repose sur le fait de nous faire acheter plus, toujours plus, un bouton acheter en un clic? Est-ce que c'est vraiment une aide bienveillante ou est-ce que c'est une technique conçue pour court-circuiter notre jugement rationnel? La théorie du design responsable se heurte au mur de la réalité commerciale d'Amazon. Le but final, c'est la transaction, quoi. Et pour ça, tous les moyens semblent bons. Mais l'utilisateur garde le contrôle. Ça, c'est un principe fondamental. On peut désactiver la publicité ciblée, on peut choisir de ne pas utiliser le un clic, rien n'est imposé. Les systèmes sont censés être conçus en consultation avec les utilisateurs. L'objectif n'est pas de contraindre, c'est d'offrir des options pour simplifier la vie. Le contrôle, vous parlez de contrôle, mais ce contrôle est une pure illusion et on en a la preuve. La FTC, l'autorité de la concurrence américaine, a été très claire là-dessus. Ils ont condamné Amazon pour avoir conservé les enregistrements vocaux d'enfants via Alexa, même après que les parents aient explicitement demandé leur suppression. Il est où le contrôle quand une demande directe de l'utilisateur est tout simplement ignorée? C'est une faute grave, je ne le nie pas. Mais c'est justement pour ça que des régulations comme la norme HIPAA pour les données de santé existent. Amazon a dû développer des services spécifiques comme HealthScribe qui respectent ces contraintes légales très très strictes. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Mais le problème est systémique, ce n'est pas une simple faute. L'amende de 30,8 millions de dollars concernait aussi les caméras Ring. Et le rapport de la FTC a révélé que n'importe quel employé ou même un sous-traitant avait un accès total et injustifié aux vidéos privées des clients. Un employé a même utilisé cet accès pour espionner des femmes dans leur chambre pendant des mois.
Quand une entreprise conçoit des systèmes avec un accès aussi laxiste à nos données les plus intimes, le consentement, ça ne veut plus rien dire. C'est la culture d'entreprise qui est en cause. Et cette culture de la collecte, c'est le cœur du problème. Je comprends votre préoccupation, vraiment. Mais cette collecte de données, si elle est bien encadrée, c'est précisément ce qui permet l'innovation. Sans elle, pas de personnalisation, pas de service efficace. Prenez les services de cloud AWS Health. Ils analysent des données de santé à très grande échelle pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments, pour améliorer les soins. Pfizer, par exemple, utilise AWS pour traiter les données des dispositifs portables dans ses essais cliniques. C'est le moteur du progrès médical. Mais à quel prix? Vous parlez de données de santé agrégées dans un cadre professionnel. Moi, je vous parle de la surveillance individuelle au quotidien. Prenons le robot Astro, ce petit robot domestique. Sur le papier, il est là pour aider. En réalité, il fait quoi? Il cartographie l'intégralité de nos maisons, il utilise la reconnaissance faciale pour savoir qui est là, et il peut à tout moment réenregistrer et télécharger des clips vidéo de nos pièces sur le cloud. Des documents internes qui ont fuité le décrivent comme un cauchemar pour la vie privée. Est-ce que ça, c'est de l'innovation au service de l'utilisateur? Il y a des garanties. Amazon a publiquement déclaré qu'il n'utiliserait pas les plans des maisons pour la publicité. Les utilisateurs peuvent définir des zones interdites où le robot ne va pas. Tout est censé être protégé par des mesures de sécurité de pointe. Le but est de donner à l'utilisateur un contrôle granulaire sur sa vie privée. D'accord, sur le papier ça se tient. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux promesses d'Amazon? L'entreprise a nié pendant des années utiliser les enregistrements d'écho pour la publicité, jusqu'à ce que des chercheurs le prouvent. Ils ont promis la sécurité des caméras Ring et un employé a pu espionner des clientes. La FTC parle d'une culture d'accès excessivement large aux informations sensibles. Alors pourquoi on leur ferait confiance avec les plans de nos maisons et les images de nos familles? C'est le sanctuaire de notre vie privée. Et l'acquisition d'iRobot, le fabricant des Roomba, ça ne fait que confirmer cette stratégie. Mettre la main sur des millions de plans de maisons qui existent déjà. Je comprends la méfiance, mais il faut aussi regarder le potentiel que cette confiance, si elle est bien placée, peut débloquer, surtout dans la santé. L'intégration de toutes ces technologies dessine un futur où les soins sont plus préventifs que réactifs. Des recherches explorent déjà comment les signaux Wi-Fi de nos routeurs pourraient surveiller notre rythme respiratoire pendant notre sommeil, de manière totalement non invasive. Et où vont ces données sur notre sommeil? Imaginez qu'une anomalie soit détectée. Alexa pourrait alors suggérer de prendre rendez-vous avec un médecin. C'est la promesse d'un écosystème de e-santé proactif, accessible, qui pourrait sauver des vies en détectant des problèmes bien avant qu'ils ne deviennent critiques. C'est une vision puissante d'un futur où la technologie est vraiment au service de notre bien-être. C'est une vision qui me terrifie, pour être honnête. Ce que vous décrivez comme une utopie, je le vois comme un projet de contrôle total par une seule entreprise privée. On parle de la googlisation de la santé et ça s'applique parfaitement à Amazon. Quand une société dont le modèle économique est le profit contrôle nos données de santé les plus intimes, de notre sommeil à notre rythme cardiaque, il y aura toujours un conflit d'intérêts. Leurs impératifs commerciaux finiront toujours par l'emporter sur notre bien-être. Mais c'est là qu'interviennent les protections légales. Je reviens à la Normipa. Avec le rachat de One Medical, Amazon s'est engagé à ce que les données de santé des patients soient gérées de manière totalement séparée du reste de ses activités. C'est un engagement fort, encadré par la loi. Un engagement plein de failles, les experts en confidentialité l'ont déjà souligné. Cette séparation risque d'être à sens unique. Rien n'empêche Amazon d'utiliser ces gigantesques bases de données commerciales, ce qu'on achète, ce qu'on regarde, ce qu'on demande à Alexa, pour profiler les patients de One Medical. Par contre, les données de santé, elles, ne feraient pas le chemin inverse. Vous voyez le problème, hein? L'écosystème entier sert à analyser le patient, même si les données médicales restent officiellement dans leur silo. Il y a tout de même un mur juridique entre les deux. L'entreprise prendrait un risque légal et réputationnel énorme à violer ces règles. Et que dire de leur promesse de ne pas utiliser les données de santé pour le marketing sans permission claire? C'est une échappatoire volontairement vague. C'est quoi une permission claire dans un univers où on clique sur « Accepter » en bas de dizaines de pages de conditions générales sans jamais les lire? C'est une garantie qui, au vu de leur passif, ne vaut pas grand-chose. Ils nous demandent un chèque en blanc sur nos données les plus sensibles, quoi. En résumé, je maintiens que le potentiel est immense. L'intégration de l'IA et des données dans l'écosystème Amazon peut réellement améliorer nos vies, apporter de la commodité et surtout révolutionner les soins de santé en les rendant plus préventifs.
Oui, il y a des défis et des risques, mais des cadres pour une innovation responsable et des mesures de sécurité robustes existent. Elles permettent d'exploiter ces avantages tout en protégeant les utilisateurs. Et pour conclure de mon côté, je dirais que la commodité offerte par Amazon, c'est juste une façade qui dissimule une architecture de surveillance et de manipulation. Le modèle économique de l'entreprise est fondé sur l'exploitation de nos données et de nos biais. Son historique de violation répétée de la vie privée prouve que ce n'est pas un gardien digne de confiance pour nos informations les plus personnelles. Le risque pour notre autonomie est bien trop grand pour être justifié par quelques services pratiques. Notre discussion aujourd'hui, je crois, met en lumière une tension fondamentale de notre époque, celle entre la promesse d'une vie simplifiée par la technologie et la protection de notre sphère privée. Alors que ces systèmes s'intègrent toujours plus profondément dans notre quotidien, la question centrale demeure. Qui profite vraiment de cette colossale collecte de données? L'utilisateur ou l'entreprise? Les documents qu'on a examinés ouvrent encore bien d'autres pistes sur ces mécanismes d'influence et l'efficacité des régulations actuelles. Le sujet est loin, très loin d'être clos.